Le soleil, en Guyane française, ne se lève pas. Il attaque. En l'an 1785, il frappait les champs de canne à sucre de la plantation Ravine Verte comme un marteau sur une enclume, extirpant la vapeur de la terre humide avant même le premier son de la cloche du matin. L'air était une couverture épaisse et moite, lourde de la pourriture douceâtre de la canne transformée et du goût métallique de la souffrance humaine. C'était le domaine de sieur Nicolas le Legrand. À 40 ans, il était un monolithe de la réussite coloniale, sa fortune construite, planche par planche sur la souffrance des autres. Son nom était prononcé à voix basse, depuis le port de Cayenne, jusqu'aux campements les plus profonds de la jungle. Un nom synonyme de profit et, tout aussi souvent, de cruauté. Bien avant que ce soleil ne perce l'horizon, Mireille était éveillée. Elle reposait sur le sol en terre battue de la case communale, un espace partagé par une douzaine d'autres âmes. Son corps, à 22 ans, était une carte de tourment. Son dos lui faisait mal à cause du sol implacable. Ses paumes étaient des constellations de chair durcie et balafrée, et ses épaules brûlaient du souvenir du labeur de la veille. Mais ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent dans la pénombre de l'aube, étaient beaux clairs. Ils possédaient une clarté que les années de captivité n'avaient pas réussi à ternir. Elle était enfant lorsque le navire l'avait emmenée de Madagascar, une enfant forcée d'oublier sa langue, sa famille et son nom. La traversée elle-même était une cicatrice sur sa mémoire, une chose qu'elle refoulait quotidiennement, un cauchemar d'obscurité, de chaînes, et le bruit final et horrifiant des corps jetés à la mer. Elle se leva lentement, un mouvement fluide de douleur contenue. De l'autre côté de la case, la vieille Mamikala murmurait déjà, ses lèvres bougeant en prière à des ancêtres qui semblaient à 1000 lieues de là. Des enfants toussaient dans leur sommeil, leur petit corps apprenant déjà les contours de l'épuisement. Mireille se dirigea vers la petite fenêtre sans vitre de la case. De là, elle pouvait voir la maison de maître, la grande maison. Elle se perchait sur la colline, tel un vautour blanc, austère et majestueuse, contre le vert violent de la jungle. C'était un symbole d'un monde qui n'était pas le sien, un monde de lits moelleux, de bois poli et de porcelaine. En dessous, la plantation s'étendait, des milliers d'hectares de canne à sucre, une mer verte scintillante qui cachait les vipères, les fourmis de feu et la brutalité nécessaire pour la récolter. Au loin, la cheminée de la sucrerie laissait déjà échapper un mince filet de fumée, et plus près, disposées avec une précision sinistre, se trouvaient les cases des esclaves, alignées comme des pierres tombales dans un cimetière. Un son métallique déchira l'air. La cloche, c'était l'heure. Le flot d'humanité se déversa des cases. Des enfants, certains trop jeunes pour les champs mais assez âgés pour porter de l'eau, se faufilaient entre les adultes. Les plus âgés, leur corps voûté et brisé, avançaient péniblement, leurs visages des masques d'endurance résignés. Et les attendants, se découpant sur le soleil levant, se tenait Baptiste. Baptiste était le contremaître, homme de couleur libre, né d'un planteur et d'une esclave. Il avait choisi son camp avec la ferveur sans ambiguïté d'un converti. Il exerçait son pouvoir sur ses frères de sang, avec une cruauté légendaire, comme si chaque coup de son fouet était une nouvelle tentative de prouver sa loyauté au maître blanc qui ne l'accepterait jamais vraiment. Ses yeux, prédateurs et vifs, ne manquaient rien. Mireille baissa la tête, se fondant dans la colonne de travailleurs. Elle gardait le regard fixé sur le chemin de terre. Mais ses sens étaient aiguisés. Elle entendait chaque mot chuchoté, chaque gémissement étouffé, chaque juron discret murmuré au passage de Baptiste. Le soleil grimpait et l'air se changea en feu. La machette de Mireille s'élevait et s'abaissait, un sinistre pendule marquant les secondes de sa vie. Ce n'était qu'un jour de plus, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Partie 2. L'anomalie parisienne. Vers le milieu de la matinée, une agitation provenant de la grande maison se propagea à travers les champs.
Une calèche, incroyablement élégante et laquée au point de briller, montait la longue allée. Elle était tirée par 4 magnifiques chevaux, leur harnais étincelant au soleil, un spectacle si étranger à ce monde de boue et de machettes que le travail faillit s'arrêter. Mireille observait sous ses cils. Une femme émergea, protégée du soleil par une ombrelle tenue par un domestique. Elle se déplaçait avec une grâce aérienne et guindée, suivie d'une nuée de domestiques déchargeant un nombre absurde de mâles. La nouvelle voyagea à travers les tiges de canne plus vite que Baptiste ne pouvait chevaucher. C'était Madame Rose Henriette Aguillon, une cousine de sieur Nicolas, arrivée de Paris pour une visite prolongée. Dans la grande maison, Céleste, la gouvernante en chef, était dans une panique contrôlée. Céleste était née à Ravine Verte et avait navigué la hiérarchie perfide de la maison pour en devenir la dirigeante incontestée. Elle aboyait des ordres, sa voix tranchante, exigeant que les jardins soient balayés, l'argenterie polie, les plus beaux draps aérés. Ce soir-là, la grande maison rayonnait. La lumière se déversait de ses fenêtres, comme de l'or liquide. Le faible son des rires et le tintement délicat des verres de cristal dérivaient jusqu'aux cases. Mireille, allongée sur son sol en terre battue, épuisée, écoutait les sons d'une planète lointaine. Les femmes de sa case chuchotaient à propos de la nouvelle arrivée. Certaines espéraient qu'elle apporterait une influence plus douce. D'autres, comme Mamie Cala, étaient plus avisées. Les nouveaux maîtres, murmura-t-elle dans l'obscurité, ne sont que d'anciens maîtres dans de nouveaux habits. Mais quelque chose était différent. Plus tard, bien après que la plantation fut tombée dans un calme agité, des bruits de pas s'approchèrent de la case. Non pas la démarche lourde et redoutée de Baptiste. C'était plus doux, hésitant. La porte grinça en s'ouvrant, et une silhouette se découpa, tenant une lanterne. La lumière projetait des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs. Une inspiration collective. C'était sieur Nicolas. Il ne venait jamais dans les cases, pas la nuit. Il se référait aux gens ici comme son cheptel, c'est actif, des entrées dans un registre. Sa présence provoqua un silence si total qu'il ressemblait à la mort. Même les enfants retinrent leur souffle. Nicolas portait encore sa tenue de soirée. Sa chemise de lin et sa veste de velours semblaient grotesques dans ce décor de pauvreté profonde. L'odeur de son eau de Cologne tranchait avec celle de la sueur et de la peur. Il marchait lentement entre les corps endormis, la lumière de la lanterne vacillant. Il ne cherchait pas un saboteur, il ne cherchait pas un voleur. Il semblait chercher quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il s'arrêta devant Mireille. Elle garda les yeux fermés, son corps rigide. Elle pouvait sentir son regard sur elle, lourd et clinique. Son cœur battait contre ses côtes. Un oiseau affolé dans une cage, si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Une éternité passa. Il resta là, à la regarder. Son visage un masque de pensées complexes et illisibles. Il semblait lutter contre une décision qu'il ne comprenait pas lui-même. « Toi !» dit-il enfin. Sa voix était basse, mais ferme, coupant le silence oppressant. « Lève-toi !» Mireille ouvrit les yeux. Elle se leva, gardant le regard fixé sur le sol, comme on le lui avait appris depuis l'enfance. Autour d'elle, elle sentait la terreur et la curiosité des autres. Qu'avait-elle fait ? Nicolas l'étudia longuement. Peut-être pour la première fois, il ne voyait pas une unité de travail. Il vit la fierté de ses épaules, la ligne élégante de son cou, la dignité qu'elle portait même en haillons. Il vit une beauté fugace et sauvage, que des années de force brute n'avaient pas réussi à dompter. Il était, à sa propre et profonde confusion, troublé par elle. « Tu travailleras à la grande maison à partir de demain », déclara-t-il. Sa voix soudainement dure, comme s'il était en colère contre ses propres mots. « Madame Aguillon a besoin d'une dame de compagnie pendant son séjour. » Les mots frappèrent à la case comme un coup de tonnerre. La grande maison, c'était une bénédiction et une malédiction. Cela signifiait une meilleure nourriture, un vrai toit, la fin du soleil brutal. Cela signifiait aussi la proximité des maîtres, de leurs caprices,
de leur colère et de leur désir imprévisible. Mireille sentit une terreur froide se mêler à une étrange, vacillante étincelle de quelque chose. Ce n'était pas de l'espoir, c'était juste du changement. Partie 3. L'alphabet interdit. Le lendemain matin, Céleste vint chercher Mireille. Elle la conduisit à la grande maison, son expression sévère. « Tu es dans une jungle différente maintenant, petite », avertit Céleste à voix basse. « Ici, les serpents sourient, ne regarde pas les maîtres dans les yeux, ne parle pas si on ne t'adresse pas la parole, anticipe leurs besoins, mais ne sois jamais, jamais familière. » La maison fut un choc. Le marbre frais des sols, importé d'Italie, semblait étranger sous ses pieds nus. Des lustres de cristal pendaient des plafonds et les murs étaient couverts de tapisseries de chasse européennes. L'air sentait la cire d'abeille et le parfum. Madame Rose Henriette Aguillon la reçut dans une suite somptueuse, donnant sur les jardins à la française. Elle avait peut-être 35 ans, des traits délicats et des yeux vifs et intelligents qui semblaient ne rien manquer. Ses cheveux étaient déjà coiffés selon la dernière mode parisienne, et sa robe de soie était une cascade de broderies complexes. Mireille se prépara à l'arrogance attendue, à la cruauté désinvolte. Elle ne vint jamais. À la place, Madame Aguillon la regarda avec une curiosité pénétrante, mêlée à une mélancolie profonde et persistante. « Sais-tu lire ?» demanda Rose, sans préambule. Mireille, stupéfaite par la franchise, se souvint de l'avertissement de Céleste. « Non, madame, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Rose soupira, se tournant pour regarder par la fenêtre la mer infinie et ondulante de canne à sucre. Quel dommage, j'avais espéré quelqu'un avec qui discuter de littérature. La vie ici est d'un ennui suffocant, si différente des salons de Paris. Rose, Mireille allait l'apprendre, vivait un exil doré. Ses idées progressistes, son association ouverte avec les philosophes des Lumières, et un scandale qu'elle ne détailla jamais, l'avait rendue indésirable dans la bonne société. Elle s'ennuyait, et c'était une idéaliste. Les jours s'installèrent dans une routine nouvelle et étrange. Mireille apprit à habiller Rose de couches complexes de tissu, à brosser ses cheveux avec des brosses à dos d'argent, à lui servir le thé. Et Rose parlait. Elle parlait d'un monde que Mireille pouvait à peine imaginer, de salons où hommes et femmes débattaient de la nature même de l'humanité. Elle parlait d'un homme nommé Voltaire, qui luttait contre l'intolérance, de Rousseau, qui écrivait que l'homme est né libre et que partout il est dans les fers. « L'éducation est l'arme la plus puissante qui soit, Mireille, » dit Rose un après-midi, ses yeux brillants d'une passion qui semblait déplacée dans la pièce opulente. « C'est pourquoi ils la craignent. Un esclave éduqué est un esclave dangereux. Il est une menace pour l'ordre établi. » Graduellement, presque accidentellement, les leçons commencèrent. Cela commença non pas comme un plan, mais comme un caprice. Rose, combattant son ennui écrasant, prit un morceau de charbon de bois et traça une lettre sur une petite ardoise. « C'est un A », dit-elle. L'esprit de Mireille, affamé de nourriture intellectuelle, s'en empara. C'était une élève brillante. Sa faim d'apprendre était une force palpable qui fascinait et émouvait profondément Rose. Les leçons secrètes devinrent leur rituel. Tard dans la nuit, à la lueur des bougies, dans la sécurité verrouillée de la suite de Rose, Mireille apprit à assembler les lettres, en mots, et les mots en idées. Rose lui donna des livres passés en contrebande dans ses bagages, des œuvres qui auraient été confisquées par les autorités coloniales. Mireille déchiffra les mots de philosophes qu'il a déclarés être humains, égal en droit et en dignité à l'homme qui la possédait légalement. En quelques semaines, elle ne se contentait pas de lire, elle dévorait, et à chaque page, elle changeait. La peur qui avait habité son estomac pendant une décennie commença à reculer, remplacée par une colère froide et claire, et plus encore, par un profond sens de soi. Elle commença à se tenir plus droite. Ses yeux, quand elle pensait que personne ne regardait, n'étaient alors plus seulement vigilants, ils étaient analytiques. Elle devenait. Partie 4,
le regard et la bibliothèque. Sieur Nicolas n'était pas un homme stupide. C'était un homme de registre et de profit, et il remarqua le changement dans son actif. Il commença à observer Mireille avec une anxiété croissante et déstabilisante. Il l'avait choisie pour sa cousine, sur une étrange impulsion, une qu'il ne pouvait toujours pas expliquer. Maintenant, il l'observait. Il voyait la nouvelle confiance dans sa posture. Il voyait comment ses yeux, non plus baissés, scannaient une pièce. Il voyait son esprit au travail. Cela le troublait, et cela le fascinait. Son monde entier était construit sur une prémisse simple et brutale. Les gens qui la servissaient étaient sous-humains. C'étaient des outils, capables de travailler, et rien de plus. Cette croyance était le fondement de sa fortune, de sa position sociale et de son identité même. Mireille devenait un marteau pour ce fondement. Il trouvait des excuses pour passer par les appartements de sa cousine. Il s'attardait pendant le thé, écoutant Rose raconter des histoires de Paris. Il regardait les mains de Mireille pendant qu'elle versait, la façon stable et gracieuse dont elle bougeait. Il ressentait une attirance qui le dégoûtait, une confusion qui le rendait furieux. Il était un maître, elle était une esclave. La ligne était absolue, et pourtant, elle s'estompait. Un après-midi, la chaleur était étouffante. Rose se reposait, et Nicolas trouva Mireille seule dans la grande bibliothèque. La pièce était son sanctuaire, tapissée d'acajou sombre et de l'odeur du vieux cuir. Elle tenait un livre de poésie française, ses doigts traçant les mots. Ses lèvres bougeaient silencieusement, déchiffrant les vers. La lumière filtrant à travers les stores à lamelles rayait son visage, et elle était complètement absorbée, le front plissé par la concentration. Nicolas resta dans l'embrasure de la porte pendant 1 minute entière, à la regarder. Il vit le moment où un passage difficile s'éclaircit, la façon dont un petit sourire pur de compréhension illumina ses traits. C'était un sourire de triomphe intellectuel. « Comprends-tu ce que tu lis » demanda-t-il. Sa voix brisa le silence comme un fouet. Mireille sursauta, laissant tomber le livre comme s'il était en feu. Elle tomba à genoux, la tête baissée, son cœur bondissant dans sa gorge. La terreur était de retour, instantanée et écrasante. « Pardon, monsieur, je ne devrais pas... » Madame Aguillon a dit que je pouvais... Réponds à la question, insista Nicolas. Sa voix n'était pas cruelle, mais étrange, plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Quelques mots, monsieur, quelques phrases. Madame, m'enseigne. Il se pencha lentement et ramassa le livre. C'était un recueil de Ronsard. Il l'ouvrit, le regard lointain, et d'une voix basse et résonnante, il lut « Amour, toi qui gouvernes les cieux et la terre, toi qui fais naître et mourir les passions dans le cœur des mortels. » Mireille leva involontairement les yeux, capturée par la beauté des mots et le timbre profond de sa voix. Leurs regards se croisèrent. Ce fut un moment électrique, bouleversant. L'air de la bibliothèque devint rare, chargé d'une tension impossible. À cet instant, les rôles définis de maître et d'esclave s'évaporèrent, ne laissant qu'un homme et une femme, piégés dans une réalité qui interdisait même leur contact visuel. Dans ses yeux, Mireille ne vit pas le planteur cruel, mais un homme profondément perdu, secoué par des émotions qu'il ne pouvait contrôler. Et dans ses yeux, Nicolas ne vit pas sa propriété, mais une âme. Il vit son intelligence, sa profondeur et son humanité. Et cela le terrifia plus que n'importe quelle révolte. Il se retourna et quitta la pièce sans un autre mot. Partie 5. Le poison de la suspicion. La plantation avait son propre système nerveux, et le tremblement silencieux de la bibliothèque fut ressenti partout. Baptiste, le contremaître, avait remarqué le changement instantanément. Il voyait Mireille dans ses nouveaux vêtements plus propres. Il la voyait marcher dans les jardins avec Madame Aguillon. Il voyait la façon dont le regard de sieur Nicolas s'attardait sur elle. Et cela le remplit d'un ressentiment venimeux. Il commença à parler. Le soir, en marchant dans les cases, il laissait tomber son poison. « Elle pense qu'elle est meilleure que nous maintenant », ricanait-il à un groupe de travailleurs des champs.
Elle qui se réchauffe dans la maison du maître, oubliant le soleil et le fouet. Les graines de la jalousie trouvèrent un terrain fertile. Pour ceux qui coupaient encore la canne, leur vie inchangée, la nouvelle position de Mireille était une trahison. Les chuchotements se répandirent. Des outils commencèrent à disparaître. Un petit incendie se déclara dans un hangar de stockage. Un matin, une parcelle de jeunes cannes à sucre fut retrouvée arrachée de terre. Un acte de sabotage sérieux qui attirerait une punition sur tout le monde. Baptiste répondit avec une brutalité renouvelée. Il fit fouetter publiquement 3 hommes, choisis presque au hasard. « Pour le sabotage !» Leurs cris résonnèrent à travers la plantation, un sinistre avertissement. L'atmosphère devint toxique, chargée de peur, de ressentiment et de la promesse latente de violence. Mireille sentit le changement immédiatement. Dans la grande maison, elle était un objet de curiosité. Mais lorsqu'elle visitait les cases, elle était accueillie par des regards froids et le silence. Les femmes avec qui elle avait partagé un sol se détournaient maintenant. Céleste, qui lui avait montré de la gentillesse, devint distante. « Le vent tourne, enfant, » murmura Céleste un soir, sans la regarder. « Et quand la tempête arrivera, tu as intérêt à savoir où tu te tiens. » Mireille était piégée. Elle n'appartenait plus au champ, et elle n'appartiendrait jamais à la grande maison. Elle était une paria, isolée par la connaissance même qui était censée la libérer. Partie 6. Le pari de l'abolitionniste. Rose Henriette n'était pas naïve. Elle avait vécu l'agitation bouillonnante du Paris pré-révolutionnaire, et elle reconnaissait l'odeur de la poudre dans l'air. Elle voyait le changement chez Baptiste, la peur maussade chez les travailleurs, et les humeurs sombres et obsessionnelles de son cousin. Elle décida d'accélérer son plan. Depuis son arrivée, Rose avait été en contact discret avec un réseau abolitionniste à Cayenne. C'était une organisation dangereuse et secrète, dirigée par un homme remarquable nommé Toussaint, un ancien esclave qui avait acheté sa liberté et s'était établi comme marchand. Il utilisait ses bateaux de pêche et ses routes commerciales pour faire passer en contrebande des esclaves évadés vers les territoires libres du Suriname ou vers des communautés cachées de marrons au cœur de la jungle. Rose, utilisant des lettres codées, avait arrangé une nouvelle vie pour Mireille. « Tu dois partir », lui dit Rose pendant leur leçon, sa voix urgente. La lueur des bougies projetait de longues ombres vacillantes sur les murs. Les choses deviennent instables. Nicolas n'est pas lui-même. Et les autres, ils te voient comme une menace. Elle exposa le plan, un bateau pour la France. Là-bas, tu seras vraiment libre. Tu pourras étudier à la Sorbonne. Tu pourras entrer dans n'importe quelle bibliothèque. Tu pourrais écrire, Mireille. Tu pourrais raconter ton histoire. Ta voix pourrait changer le monde. Mireille resta figée, l'ardoise tombant de ses mains. La France, la Sorbonne, la liberté. C'était tout ce dont elle avait rêvé. C'était le monde que les livres lui avaient promis. Un monde où son esprit, et non son corps, définirait sa valeur. Et pourtant, elle hésitait. 1 an plus tôt, elle aurait saisi l'occasion sans une seconde de réflexion. Mais maintenant, il y avait la culpabilité de partir, d'abandonner Céleste, Mamie Cala, et les autres qui avaient partagé sa souffrance. Comment pourrait-elle jouir de la liberté en sachant qu'il restait enchaîné? Et puis, il y avait l'autre pensée, plus confuse. Nicolas. Le souvenir de ses yeux dans la bibliothèque. L'étrange et douloureuse connexion qu'elle ressentait pour l'homme qui était, de droit, son monstre. Ce sentiment sans nom, cette attirance impossible vers son oppresseur, la terrifiait plus que le fouet. Partie 7. L'heure des comptes. Nicolas sentait qu'elle lui échappait. Il savait que sa cousine préparait quelque chose. La pensée de Mireille partant, de sa disparition de son monde, créait en lui une panique qui était entièrement nouvelle. C'était un homme au contrôle absolu, et il était en train de le perdre. Il la trouva de nouveau, tard dans la nuit, marchant dans le jardin à la française. La lune était pleine, baignant les haies taillées d'une lumière argentée et fantomatique. Elle ne s'agenouilla pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle se tint debout,
et lui fit face, armé de sa nouvelle assurance. « Tu prévois de partir avec elle ?» affirma-t-il. Ce n'était pas une question. « Pourquoi cela vous importerait-il, monsieur ?» répondit Mireille, sa voix stable, les surprenant tous les deux par sa force nouvelle. Nicolas s'approcha d'elle, son visage gravé d'un tourment que le clair de lune rendait saisissant. Ses cheveux étaient défaits, sa chemise froissée. Il ressemblait à un homme au bord d'un abîme. « Parce que... » commença-t-il, puis s'arrêta, luttant pour des mots qui défiaient toute sa vie. « Parce que je ne peux plus imaginer cet endroit sans toi. Parce que tu as changé quelque chose en moi, quelque chose que je ne comprends pas. » Les mots jaillirent, bruts et non filtrés, une confession qu'il ne s'était même pas admise à lui-même. « Depuis que tu es entré dans cette maison, depuis que je t'ai vraiment vu, mes certitudes se sont effondrées. Le monde que j'ai construit, c'est un mensonge. » Mireille le regarda, et pour la première fois, elle ressentit une pointe de pitié. Elle ne vit pas le maître, mais un homme brisé par ses propres contradictions, tourmenté par une vérité que son âme ne pouvait plus nier. « Vous ne pouvez pas m'aimer, monsieur, » dit-elle, sa voix douce mais ferme comme l'acier. « Je suis votre propriété. Je suis une entrée dans votre registre, à côté de votre bétail et de vos meubles. Il ne peut y avoir d'amour entre un maître et sa chose. » Non. Le mot fut un hoquet, un rejet de toute sa vie. Il fit un pas de plus, ses mains tremblant. « Tu n'as jamais été ma propriété. Pas vraiment. Ton esprit a toujours été libre. Ton âme. J'étais juste aveugle, aveuglé par les préjugés, par le système dans lequel j'ai été élevé. » Il prit une profonde inspiration. « Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait voir l'horreur de ce que je suis. La monstruosité de ce que j'ai fait. Chaque fois que je te regarde, je vois l'injustice sur laquelle j'ai bâti ma vie. » Partie 8 d'un trait de plume. Cette nuit-là, Nicolas ne dormit pas. Il s'enferma dans son bureau. La conversation avait brisé sa dernière défense. Il sortit ses registres, ses documents légaux, et d'une main qui tremblait, il prit sa plume, la trempa dans l'encre et commença à écrire. Il écrivit jusqu'à ce que les oiseaux de l'aube commencent à chanter. Il écrivit contre sa propre classe, contre sa fortune, contre toute la structure sociale et économique de la colonie. Il rédigea des actes d'affranchissement. Pas seulement pour Mireille, pour Céleste, qui avait servi sa famille fidèlement pendant 3 décennies. Pour le vieux Mamadou, le guérisseur qui connaissait les secrets de la jungle. Pour une douzaine d'autres, des hommes et des femmes des champs, de jeunes mères, des artisans qualifiés. À chaque signature, il signait l'abandon d'une partie de sa richesse. À chaque nom, il commettait un suicide social. Il devenait un paria. Quand le soleil se leva, les documents reposèrent sur son bureau. C'était un homme ruiné. Et pour la première fois de sa vie, il ressentit une lueur de paix. Il convoqua Rose. Elle lut les documents, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis d'une admiration profonde et choquée. « Nicolas, sais-tu ce que cela signifie ?» murmura-t-elle. « Les autres planteurs, ils vont te détruire. Ils ne te pardonneront pas cela. Tu vas tout perdre. »« Qu'ils le fassent, » dit Nicolas. Il regarda par la fenêtre les champs. Les gens qui marchaient devers eux pour ce qu'ils savaient être la dernière fois en chaîne. « Je préfère être un paria avec la conscience tranquille qu'un homme respecté avec les mains souillées de sang. Cette fortune, elle est bâtie sur la souffrance. Comment ai-je pu vivre avec cela si longtemps ?» La nouvelle frappa la plantation comme un raz-de-marée. Une joie brute, explosive, éclata dans les cases. Céleste fut la première à recevoir son papier. Elle s'effondra, pleurant, serrant le document contre sa poitrine. « Mes petits-enfants » sanglota-t-elle. « Ils naîtront libres. » Baptiste, son visage un masque d'incrédulité et de rage, vit cela comme la trahison ultime. Il cracha sur le sol devant la grande maison, rassembla ses quelques loyalistes et quitta la plantation au galop, jurant de se venger. Des messagers galopaient déjà vers d'autres plantations, porteurs de la nouvelle scandaleuse. Le boycott commencerait avant midi. Partie 9. Une égalité des âmes. Nicolas trouva Mireille dans le jardin. Le soleil se levait, et les champs de canne,
pour la première fois, ne lui ressemblait pas à une prison. C'était juste des champs. Elle était une femme libre. Le sentiment était si vaste, si terrifiant, qu'il tenait à peine dans son corps. « Que feras-tu maintenant » demanda-t-il, sa voix calme. Il se tenait à plusieurs mètres, honorant une nouvelle frontière. Il n'était plus son maître. Il n'était rien, pas encore. Mireille se tourna vers lui, l'esprit clair. « Je pars en France avec Madame Aguillon. » Son visage se décomposa, mais il hocha la tête. « Je vais partir, » continua-t-elle, sa voix ferme avec un nouveau but. « Et j'apprendrai tout ce que je peux. Je lirai chaque livre. Je comprendrai le monde qui t'a fait et le monde qui m'a faite. Je deviendrai la femme éduquée que j'ai toujours été censée être. » Elle rencontra son regard, et ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de détermination. « Je veux mériter cette liberté. Je veux la gagner. »« Et après ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, chargée de tout son espoir et de sa peur. Mireille soutint son regard. Un petit sourire, triste et déterminé, effleura ses lèvres. « Après, je reviendrai, pas comme votre esclave, pas comme votre maîtresse, mais comme votre égale. » Elle fit un pas de plus, et l'air entre eux était épais de toutes les choses qu'il ne pouvait pas dire. « L'amour ne peut exister qu'entre égaux, Nicolas, tant que j'étais votre propriété. Tout sentiment entre nous était empoisonné par ce pouvoir. Maintenant, je suis libre, et je dois devenir libre, dans mon esprit et aux yeux du monde. Alors nous verrons si ce que nous ressentons est réel. » Il comprit. La sagesse de ses paroles était absolue. Ce serait une attente douloureuse, incertaine, mais c'était le seul moyen. Partie 10. L'horizon. 6 mois plus tard, par un matin brumeux, Mireille se tenait sur le pont d'un navire en partance pour l'Europe. Elle n'était pas dans la cale. Elle était une passagère, avec des malles remplies pots de livres et de vêtements neufs. Sur le quai, une petite foule s'était rassemblée. Céleste était là, tenant son petit-fils nouveau-né dans ses bras, un enfant qui ne connaîtrait jamais le fouet. Mamadou s'appuyait sur sa canne, offrant une bénédiction silencieuse. Nicolas se tenait à l'écart, la regardant. Il resta sur le quai jusqu'à ce que le navire ne soit plus qu'un point à l'horizon, un morceau de son âme naviguant au loin. Puis, il se retourna à Ravine Verte. La transformation fut brutale. Les autres planteurs le fuyaient. Ses profits s'effondrèrent. Mais il ne vacilla pas. Il renvoya les derniers contremaîtres. Il offrit des salaires équitables à ses anciens esclaves, construisant une école où leurs enfants, tous les enfants, pourraient apprendre à lire. Beaucoup partirent, cherchant une nouvelle vie. Mais beaucoup, comme Céleste et Mamadou, restèrent, aidant à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de juste sur les cendres de l'ancien. L'histoire de Mireille et Nicolas devint une légende en Guyane française, chuchotée dans les cases et débattue dans les salons. Une histoire d'un amour impossible, d'une rédemption radicale et du pouvoir révolutionnaire d'une seule idée interdite. Elle devint un témoignage que la vraie liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais le courage de forger son propre destin, armé de la connaissance, et d'exiger d'être vu, non pas comme une chose, mais comme une âme.